Toi là, tu marches comme si la terre te devait quelque chose, cria Aminata en plein marché, les mains sur les hanches, ses pagnes volant derrière elle comme les ailes d'un vautour prêt à frapper. Toute la place s'arrêta. Une vendeuse de gombo sursauta, un enfant lâcha un pain, un vieux recracha son thé. L'insulté du jour ? Une jeune femme bien habillée, inconnue dans le quartier, qui avait eu le malheur de ne pas saluer Aminata en passant. C'était ça, Aminata, belle, riche, respectée par quelques-uns, mais crainte par tous. Les gens la surnommaient la bouche en feu, car une seule phrase d'elle pouvait gâcher ton mariage, te faire perdre ta dignité ou t'envoyer pleurer sous ton lit. Elle vivait dans une villa peinte en jaune or, avec des colonnes blanches à l'entrée comme un palais ministériel. 3 domestiques, 2 chauffeurs, et un mari qu'on ne voyait presque jamais. Chaque matin, Aminata sortait comme une reine en guerre. Elle mettait son foulard serré comme un casque de soldat, ses sandales brillantes comme les phares d'un Prado, et elle allait inspecter le quartier. Sa bouche, c'était son arme. Si elle passait devant ta maison et que ta cour était sale, elle criait « Ah ! Donc chez toi, c'est le dépotoir du quartier ? Même les chèvres auraient honte de vivre ici. » Si ton enfant jouait dehors sans chemise, elle disait « Voilà le futur voleur du quartier. » L'éducation a fui cette famille. Et si une femme avait le ventre un peu rond, même si c'était la grossesse, elle disait « Tu ressembles à une gourde pleine d'huile rouge. » C'est ça que tu appelles élégance ? Personne ne lui échappait. Même les riches en 4x4 se faisaient insulter s'ils avaient le malheur de klaxonner trop fort. Une fois, au mariage de la fille du grand commerçant de la ville, Aminata s'était levée au moment de la bénédiction pour dire, avant de prier, que quelqu'un dise à la mariée que son maquillage ressemble à un accident. Comment une femme peut se marier avec un visage aussi confus ? Le silence qui avait suivi avait duré 2 semaines dans tout le quartier. Le père de la mariée avait arrêté de venir à la mosquée. La mariée ? On disait qu'elle avait fondu en larmes dans la chambre nuptiale et n'était ressortie que 3 jours plus tard, le regard perdu comme une chèvre sans berger. Mais Aminata, elle, marchait la tête haute, fière de dire la vérité. Elle se vantait souvent, « Moi, je ne supporte pas le mensonge. Quand c'est vilain, je dis que c'est vilain. Quand tu es bête, je te le dis en face. » Et ceux qui osaient lui répondre découvraient vite que sa bouche avait plusieurs niveaux de venin. Elle savait toucher là où ça fait le plus mal. Une femme avait tenté un jour de la confronter devant tout le monde, lui reprochant son comportement. Aminata avait répondu en criant « Toi-même, tu parles ? Tu as 6 enfants de 6 pères différents et tu veux jouer les conseillères ? Va d'abord chercher tes papiers de mariage avant de venir bavarder ici. » Résultat ? La femme avait fui le quartier. Elle était partie vivre chez sa tante, dans une autre ville, jurant de ne jamais remettre les pieds à Bamako. C'était devenu une routine. Tous les dimanches après-midi, Aminata s'installait devant sa maison, sur une chaise en plastique blanc, avec un ventilateur à piles, un verre de jus de bissap glacé, et elle lançait des piques à tout le monde. « Les cheveux de ta fille ressemblent aux poils d'une vieille éponge. Ce monsieur-là, chaque fois que je le vois, il transpire comme une marmite. Ta robe est trop serrée, madame. Tu ressembles à un sac de riz attaché. » Elle riait seule de ses propres blagues, pendant que les victimes se mordaient les lèvres, avalaient leurs larmes ou faisaient demi-tour. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est qu'Aminata avait une douleur cachée. Sa mère était pareille. Elle l'avait élevée avec des cris, des humiliations, des critiques. Depuis l'enfance, elle avait appris que pour être forte, il fallait blesser avant d'être blessée. Elle s'était construit une carapace faite de moqueries, d'arrogance et de contrôle. Et puis, son mari grand commerçant, presque jamais à la maison la laissait seule. Alors, elle faisait de sa langue une arme pour ne pas sombrer dans la solitude. Mais ce passé, personne ne le connaissait. Ce que les gens voyaient, c'était la reine des insultes, la dame sans honte, la terreur du quartier. Même les enfants chuchotaient en la voyant passer, « Voilà maman Aminata. Si tu fais du bruit, elle va te transformer en statue avec ses paroles. » Mais tout allait basculer le jour où un nouveau voisin s'installa. Une rumeur courait depuis une semaine, une villa venait d'être achetée par un homme très riche. On avait vu des ouvriers rénover toute la maison en silence. Pas de bruit, pas de chants, pas de gros sabots. Juste des camions pleins de meubles en bois noble,
des rideaux venus du Sénégal, des tapis du Maroc, des tableaux qu'on ne voyait que dans les hôtels 5 étoiles. Et puis un matin, une voiture noire, longue comme un serpent, s'arrêta devant la villa. Un vieil homme descendit, vêtu d'un grand boubou blanc, propre comme un jour de Tabaski. Lunettes dorées, barbe taillée, sandales en cuir souple. Il marchait lentement, comme quelqu'un qui savait que la terre ne pouvait pas tourner sans sa permission. Le quartier retint son souffle. Qui était-il? D'où venait-il? Et pourquoi personne ne l'avait vu venir? Aminata, fidèle à elle-même, attendit que l'homme commence à s'installer. Quand il sortit sa chaise pour s'asseoir dans sa cour, elle s'approcha, toisa la voiture, puis le vieil homme, et dit d'un ton sec, « Toi aussi tu veux jouer aux riches, hein? Même garer ta voiture correctement tu ne sais pas. On dirait un coq-saoul. » L'homme leva les yeux. Il ne sourit pas. Il ne fronça pas les sourcils. Il dit simplement, « Salam alaikum. » Puis, il ajouta doucement, presque comme un proverbe, « Quand une bouche parle trop tôt, elle finit par boire ce qu'elle n'aurait jamais voulu avaler. » Le quartier se figea. Une réponse? Une vraie réponse? Les enfants sur les toits retinrent leur souffle. Aminata, elle, ne savait pas encore qu'elle venait de réveiller un lion endormi. Un lion qui n'utilise pas la colère, mais les vérités qui brûlent lentement. Le jeu venait de commencer. Le lendemain de leur première confrontation, tout le quartier bruissait déjà du nom du mystérieux vieil homme, qu'on commençait à appeler Tonton Salif, faute de mieux, car personne ne savait réellement comment il s'appelait. Depuis que sa phrase calme avait traversé l'air comme une gifle silencieuse, les femmes du quartier faisaient semblant d'arroser leurs plantes pour espionner sa cour, et les hommes prenaient des pauses inutiles juste pour regarder qui allait oser s'approcher de lui. Les enfants, eux, s'étaient transformés en petits journalistes improvisés, courant partout en criant que le vieux savait dompter les bouches les plus dangereuses. Pendant ce temps, Aminata marchait dans son salon avec un agacement que même les climatiseurs ne pouvaient refroidir. Elle n'avait pas dormi. Elle repensait à cette phrase, ce ton calme, cette sérénité irritante. Personne n'avait jamais osé lui répondre avec autant de maîtrise. Elle se répétait que ce n'était rien, juste un vieillard prétentieux, mais quelque chose en elle brûlait comme si on avait piqué son orgueil avec une aiguille chauffée au feu. Alors, dès que le soleil se leva et que les oiseaux commencèrent à chanter, Aminata se maquilla soigneusement, noua son foulard avec la précision d'une reine entrant en guerre, et sortit de sa villa avec une détermination féroce. Elle aperçut Tonton Salif assis dehors, lisant un livre épais comme un dictionnaire, avec une tasse de thé fumant à côté de lui. Qui lit au petit matin, dans un quartier plein de commères et de poussière, pensa-t-elle. Elle traversa alors la rue de manière volontairement bruyante, ses sandales claquant comme des tambours de bataille. Une foule invisible Dieu l'observait derrière les rideaux. Arrivée devant la clôture de Salif, elle lança d'un ton sec. « Tu crois que tu peux venir ici et déranger le quartier avec ta voiture tordue et tes manières de notable ratées? Tu ne sais même pas vivre en communauté et tu veux faire le grand monsieur. » Salif leva la tête avec un calme glacial. Ses lunettes renvoyaient un rayon de soleil qui donnait l'impression qu'il voyait à travers elles. Puis il referma son livre doucement, comme si chaque geste avait un sens sacré. Quand il parla, ce fut avec cette voix grave, profonde, qui donnait l'impression qu'il s'adressait non pas à Aminata, mais directement à sa conscience. On reconnaît un roi à sa manière de marcher, mais on reconnaît une femme perdue à sa manière d'attaquer les innocents. Aminata sentit son cœur battre plus vite. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais Salif continua sans lui laisser le temps. Une personne qui insulte tout le monde n'est pas forte. Elle est juste faible devant elle-même. Et plus elle crie, plus elle demande qu'on l'aide à se taire. Le quartier retint son souffle. On aurait dit que même les feuilles d'arbre avaient arrêté de bouger. Aminata, piquée au plus profond, répliqua, « Moi, faible? Toi, tu ne me connais pas. Je dis juste la vérité aux gens. Toi, tu ne supporterais même pas une journée dans ma peau. » Salif sourit pour la première fois. Pas un sourire moqueur, mais un sourire triste et sage. Il répondit, « Ta peau? Ce n'est pas ta peau qui te fatigue, c'est ta bouche. Elle court plus vite que ton cœur. Elle frappe avant que ton esprit ne réfléchisse. C'est pour ça que tu as perdu plus de monde que tu n'en as gagné. » Aminata sentit une chaleur monter en elle,
une colère qui voulait exploser. Mais quelque chose dans les mots de Salif l'empêchait d'avancer. C'était comme s'il disait des choses qu'elle n'avait jamais voulu entendre. Elle balbutia, se ressaisit, et lança, « Viola, tu ne me connais pas. Moi, j'ai tout dans la vie. Maison, argent, respect. Les gens m'écoutent. C'est toi qui débarques ici comme un fantôme sans histoire. » Salif hocha la tête lentement, comme un maître observant une élève entêtée. Justement. Les gens t'écoutent par peur, pas par amour. Et le respect imposé par la peur finit toujours par se briser comme un bol en argile sous la pluie. Aminata sentit ses doigts trembler. C'était la première fois que quelqu'un disait tout haut ce que certaines personnes murmuraient peut-être derrière son dos. Elle s'approcha davantage de la clôture pour reprendre l'avantage, mais Salif continua calmement, « Tu veux que ce quartier t'applaudisse. Tu veux qu'on reconnaisse ta présence. Mais on ne peut pas applaudir quelqu'un qui fait saigner les mains des autres. Les gens te fuient, Aminata. Et un jour, tu seras seule. Complètement seule. » À ces mots, Aminata eut un sursaut intérieur. Une image rapide traversa son esprit. Une table vide. Une maison silencieuse. Une solitude qui ressemblait à la sienne mais en pire. Elle cligna des yeux pour chasser cette vision. Elle ne voulait pas montrer la moindre faiblesse. Alors elle éclata de rire, un rire arrogant, trop fort pour être naturel. « Regarde-moi bien, vieux. Moi, être seule ? Impossible. Ce quartier ne tourne que grâce à moi. Je suis la vérité de ce lieu. » Salif secoua la tête. Une vérité ne détruit pas. Une vérité éclaire. Toi, tu brûles. Tu brûles tout ce que tu touches. Le silence tomba encore une fois. On aurait dit que le soleil lui-même avait arrêté de chauffer. Aminata, au bord de l'explosion, tourna les talons, prête à partir et à maudire le vieil homme jusqu'à sa 7e génération. Mais au moment où elle fit un pas, Salif ajouta d'un ton calme, « Reviens demain. J'ai quelque chose à te montrer. » Aminata se figea. Un ordre ? À elle ? Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Elle voulut refuser, insulter, claquer la langue. Mais il y avait quelque chose d'étrangement magnétique dans la voix du vieil homme. Elle ne répondit pas. Elle partit sans se retourner, mais son cœur battait comme un tam-tam de cérémonie. Le quartier entier murmura. Qui était donc ce vieil homme capable de tenir tête à la reine des insultes ? Pourquoi parlait-il comme quelqu'un qui connaissait son âme mieux qu'elle-même ? Et surtout, pourquoi Aminata n'avait-elle pas su trouver les mots pour lui répondre ? Le soir venu, pendant qu'elle dînait seule dans sa grande salle à manger éclairée par des lampes dorées, elle repensait encore à ses phrases. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Ses doigts tapaient nerveusement sur la table. Sa gorge semblait serrée. Elle détestait cette sensation. Et pourtant, elle ne pouvait pas l'ignorer. Le lendemain, malgré elle, elle se réveilla plus tôt. Elle se prépara plus soigneusement encore. Et son cœur battait à l'idée de retourner devant cette villa blanche. Elle ne se l'avouait pas, mais quelque chose en elle voulait comprendre ce que Salif comptait lui montrer. Elle voulait surtout prouver qu'il ne la connaissait pas. Qu'elle restait la reine. Mais quand elle franchit la rue, elle ne savait pas encore qu'en réalité, la partie avait déjà tourné. Car Salif n'était pas venu pour la combattre. Il était venu pour la changer. Et ce qu'il s'apprêtait à révéler allait arracher un à un les masques qu'Aminata portait depuis sa jeunesse. Le choc ne faisait que commencer. Le 3e jour arriva comme un matin sans vent, lourd de silence et d'attente. Aminata, d'habitude si pressée d'ouvrir sa bouche pour distribuer ses pics comme des mangues pourries, resta un long moment devant son miroir. Elle avait choisi son plus beau boubou, rouge vif comme sa langue, avec des broderies dorées autour du col. Elle noua son foulard lentement, avec une précision inhabituelle, comme si cette fois-ci, chaque pli devait signifier quelque chose. Elle mit ses boucles d'oreilles les plus longues, celles qu'elle sortait seulement pour impressionner lors des mariages. Et pourtant, malgré tous ses atours, malgré son apparence de reine du quartier, il y avait une gêne dans son regard. Un petit tremblement, à peine visible, mais qui ne l'avait jamais quittée depuis le jour où tonton Salif avait planté en elle des vérités plus tranchantes que ses insultes.
Elle traversa la rue avec une lenteur calculée, mais chaque pas la rapprochait d'un face-à-face qu'elle ne comprenait pas encore. Salif l'attendait déjà. Toujours en boubou blanc. Toujours calme. Il n'avait ni portable, ni bruit autour de lui. Juste une chaise en bois sculpté, un petit plateau de thé, et cette présence presque mystique qui faisait oublier qu'il n'était qu'un vieil homme. Aminata le regarda avec défi. Elle ouvrit la bouche mais aucun mot ne sortit. Lui, sans la fixer, lui fit signe de s'asseoir sur la chaise placée à côté de la sienne. Une deuxième chaise. Une première dans l'histoire des échanges entre eux. Elle hésita, puis, comme poussée par une force étrangère à son orgueil, elle s'assit. Le silence dura. Long. Inconfortable. Puis, Salif versa 2 verres de thé, tendit le sien à Aminata, et dit simplement, « Bois, et écoute. » Elle prit le verre, mécaniquement. Il reprit, « Tu insultes pour exister. Tu blesses parce qu'on t'a blessé. Tu cries parce qu'on ne t'a jamais écouté en silence. Tu es le reflet d'une douleur que tu caches sous le maquillage et les foulards colorés. » Aminata sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Elle voulait parler. Contredire. Nier. Mais quelque chose en elle s'effondrait doucement. Salif continua, « Tu étais une petite fille vive. Curieuse. Intelligente. Mais tu as grandi dans le bruit des cris. Des critiques. On t'a appris que pour survivre, il fallait frapper avec les mots. Et tu as appris. Trop bien. Tellement bien que tu as construit un palais sur les ruines des cœurs brisés autour de toi. » Aminata détourna le regard. Ses yeux piquaient. Elle ne voulait pas pleurer. Pas elle. Pas ici. Pas devant lui. Salif sortit alors une photo froissée de sa poche. Il la tendit à Aminata. Elle prit la photo. Elle y vit une femme. Jeune. Belle. Mais avec les yeux tristes. Très triste. Une femme qu'elle reconnaîtrait entre mille. Sa propre mère. Salif dit doucement, elle aussi, elle insultait. Elle criait. Elle blessait. Tu pensais qu'elle te haïssait. Mais elle était juste brisée. Brisée par un homme parti trop tôt. Par une vie trop dure. Et elle t'a transmis sa colère comme un héritage maudit. Aminata sentit une larme couler. Une. Puis 2. Elle ne bougeait plus. Les larmes descendaient comme si on avait ouvert un barrage. Salif se leva. Il prit une autre photo. C'était une photo d'elle, Aminata. Petite. Très jeune. En train de sourire, pieds nus, devant une maison en banco. Il la posa à côté du thé. Tu étais joyeuse. Avant que le monde ne te durcisse. Avant que tu n'apprennes à utiliser ta langue comme une arme. Tu n'étais pas ainsi. Et tu n'es pas obligé de le rester. Aminata ferma les yeux. Tout en elle tremblait. Une colère qu'elle croyait dirigée contre les autres, mais qui, en réalité, était contre elle-même. Elle se leva brusquement, essuya ses larmes avec le revers de sa manche, et partit sans un mot. Elle marcha longtemps, au hasard, dans les rues chaudes de Bamako. Elle traversa des quartiers poussiéreux, des zones calmes, des lieux qu'elle n'avait plus visités depuis des années. Elle revit son ancienne maison. Fermée. Abandonnée. Elle se souvint des nuits sans lumière, des plats manqués, des cris de sa mère, de ses propres silences d'enfant. Le soir, elle rentra chez elle. Sa grande maison lui parut soudainement vide. Le silence qui y régnait était glacial. Elle s'assit sur le carrelage de son salon, sans bouger, pendant des heures. Le lendemain, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle appela ses domestiques. Les remercia pour leur patience. Présenta ses excuses. L'un d'eux pleura. Un autre lui demanda si elle était malade. Elle rit. Un rire sincère. Le premier depuis longtemps. Ensuite, elle alla au marché. Là où elle avait insulté, humilié, ridiculisé. Elle salua les vendeuses. Offrit à l'une d'elles un pagne neuf. À une autre, de l'argent pour réparer sa table. Le quartier entier fut secoué. Certains pensaient qu'elle avait vu un marabout. D'autres disaient qu'elle était envoûtée.
Mais elle ne disait rien. Elle continuait. Un jour, elle s'arrêta devant la maison de Salif. Il n'était pas là. Pas sur sa chaise. Pas dans sa cour. Elle demanda aux voisins. Personne ne l'avait vu depuis 2 jours. Elle attendit. 3 jours. 5 jours. 1 semaine. Puis elle entra. La maison était vide. Propre. Rangée. Mais vide. Comme si personne n'y avait jamais vécu. Elle demanda au gardien de la rue. Celui-ci haussa les épaules. Je n'ai jamais vu quelqu'un entrer ou sortir de cette maison depuis le début. Même pas un camion de déménagement. Aminata recula, bouleversée. Elle rentra chez elle. Le soir même, un enfant du quartier courut vers elle, un téléphone à la main. Il avait réussi à prendre une photo de Salif, le jour de leur première rencontre. Elle prit le téléphone. Regarda l'image. Et là, son cœur manqua un battement. L'homme sur la photo souriait. Mais derrière lui, dans la lumière du soleil couchant, on voyait une forme étrange. Comme 2 ailes. 2 grandes ailes blanches. Presque invisibles. Mais là. Bien là. Elle s'assit lentement sur les marches de sa maison. Regarda le ciel. Et murmura, pour la première fois depuis longtemps, sans colère, sans moquerie, sans insulte, « Merci ». Elle leva les yeux. Le vent soufflait doucement. Comme une caresse. Comme une bénédiction. 3 mois plus tard, elle organisa une grande fête dans le quartier. Pas pour se faire voir. Mais pour réunir les gens. Pas de musique trop forte. Pas de cris. Juste de la nourriture partagée, des rires sincères, des histoires racontées. Tout le monde vint. Même ceux qu'elle avait humiliés autrefois. Et à la fin, elle prit un micro. Elle regarda la foule, ses mains tremblantes, sa gorge serrée. Elle dit simplement, « Pardon ». Elle n'ajouta rien. Et ce fut suffisant. Mais le choc arriva le lendemain. Une lettre, sans nom, sans adresse, déposée devant sa porte. À l'intérieur, une feuille blanche, avec une seule phrase écrite à l'encre noire, « Le vent ne part jamais sans laisser la poussière ». Et une photo. Une vieille photo. D'un homme debout, tenant un bébé dans ses bras. L'homme ressemblait à Salif. Et le bébé avait ses yeux. Ses propres yeux. Aminata lâcha la photo. Le monde tourna. Et une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter frappa à sa porte, comme un souvenir réveillé trop tard. Les mots peuvent guérir ou détruire, et ceux qui blessent par la langue cachent souvent des douleurs non exprimées. Il faut apprendre à écouter, à comprendre et à pardonner avant de juger. Si cette histoire t'a touché, partage-la pour que d'autres aussi reçoivent la leçon.